Michel Billet, qui est sociologue, Philippe Winder, président de Citoyennage, et avec nous à distance, Patrick Bouchin, architecte et urbaniste, et Luc Broussy, président de France Silver Eco et directeur du think tank Matière Grise. Messieurs. Messieurs, bonjour. Avec nous, je le disais à distance, Luc Broussy. Luc Broussy, vous avez remis un rapport interministériel que vous avez remis en mai dernier, intitulé « Nous vieillirons ensemble », qui s'attachait à l'adaptation de l'habitat au vieillissement. Vous l'avez remis à plusieurs ministres. Vous êtes également cofondateur du think tank Matière Grise. À ce titre, vous avez coécrit un deuxième rapport en juin dernier sur l'EHPAD du futur. Moi, je voulais commencer cette table ronde en vous posant une question, Monsieur Broussy. Dans vos travaux, vous redéfinissez la notion de chez-soi selon 3 verticales. La personne, l'espace et l'EHPAD plateforme. Alors, si on prend dans l'ordre la personne, en premier lieu, en quoi ce chez-soi n'aura pas la même signification pour le résident de demain? Écoutez, vous mélangez, d'abord bonjour à tous, vous mélangez, mais à juste titre d'ailleurs, ces 2 rapports, parce que dans le premier, j'explique comment on peut mettre en place des politiques publiques pour bien vieillir chez soi. Mais en même temps, je redéfinis cette notion même de chez soi. Ce chez soi, ce n'est pas forcément la maison dans laquelle on vit depuis 40 ans, qui est parfois accidentogène, où il y a un jardin, des escaliers. Donc ce chez soi, d'abord, va être profondément modifié. D'ailleurs, au profit d'un certain nombre d'établissements dont on ne va pas forcément parler aujourd'hui, mais les résidences autonomie, les résidences services, ou alors les nouvelles formes d'habitat inclusif. Donc on pourra demain vieillir dans un chez-soi collectif, tout en étant chez soi. Mais ensuite, effectivement, le second rapport que j'ai publié avec mon ami Jérôme Guedj, c'est sur l'EHPAD, parce que il faut aussi demain que l'EHPAD ressemble plus à un domicile qu'il ne l'est aujourd'hui. Et pour une raison simple, c'est qu'on ne pourra pas se passer des EHPAD. On pourra avoir des formules qui viennent en plus, ou un peu à la place d'eux. Mais il n'y a aucune alternative aux 600 000 lits d'EHPAD aujourd'hui. Donc dès lors qu'il n'y a pas d'alternative aux EHPAD, alors c'est l'EHPAD qu'il faut changer. Et c'est ça qui a été à la base de notre rapport, en se disant une deuxième chose, c'est que les vieux de demain ne sont ni ceux d'aujourd'hui, ni ceux d'hier. La moyenne d'âge d'entrée en EHPAD, c'est 85 ans, et les personnes qui auront 85 ans en 2030 avaient 23 ans en mai 68. Alors elles ne jetaient pas toutes des pavés rue Gay-Lussac, mais toutes ont été, au fond, biberonnées par la liberté, l'autonomie, le consumérisme. Et donc cette génération-là va vouloir autre chose. Parfois, l'entrée en EHPAD sera inéluctable pour elle, mais elle voudra autre chose, elle voudra des horaires qui soient moins contraintes, elle voudra pouvoir choisir l'heure de ses repas, choisir d'ailleurs la nature même de ses repas, elle voudra probablement à la fois du collectif et en même temps être chez soi. On n'est pas chez soi dans une chambre de 22 mètres carrés. Donc c'est vrai qu'on a eu aussi une réflexion sur la question des espaces avec les architectes qu'on a pu réunir, 5 ou 6 architectes spécialisés sur ces questions-là. On ne peut pas faire croire à une personne qu'elle va rester chez elle en EHPAD, quand du jour au lendemain, elle passe de 60 mètres carrés, ce qui est la taille moyenne d'une personne âgée chez elle, à 22 mètres carrés. Et comme il y a 20 ans, nous sommes passés à travers une réforme, à travers un cahier des charges, de moyenne de chambre de 16 mètres carrés à 22 mètres carrés, eh bien, l'idée, c'est que la nouvelle révolution devant nous, au moins similaire à celle que nous avons connue il y a 20 ans, eh bien, puisse nous amener à concevoir un habitant plutôt qu'un résident, un citoyen plutôt qu'un résident. Et votre troisième pilier, c'était l'EHPAD plateforme. En quoi ça peut aider à redéfinir cette notion de chez soi? Expliquez-nous cette notion de EHPAD plateforme. Alors, la question de l'EHPAD plateforme, c'est de dire que l'EHPAD non seulement ne doit pas être cornérisé dans le seul accueil de la grande dépendance, mais l'EHPAD bénéficie en France d'un atout considérable, c'est qu'il y a 7500 EHPAD dans tout le territoire, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, et 70% des Français ont un EHPAD à moins de 5 ou 6 km de chez eux. Donc il y a un maillage territorial
qui est une véritable aubaine, qui est une chance et une opportunité. À partir de là, l'idée est de dire que l'EHPAD a déjà des ressources. Claude Jandel l'a dit, des ressources médicales, mais aussi des ressources en termes d'animation, en termes de restauration, en termes d'espace, de place, de salles de réunion. Et donc l'idée, au fur et à mesure, serait bien loin des seules expérimentations qu'on a connues ces dernières années, mais d'aller encore plus loin, en expliquant que demain, l'EHPAD est un centre de ressources avec un in et un out. Le in, c'est quoi? C'est que dans un quartier, les personnes puissent profiter de l'EHPAD comme un lieu de ressources. Je vais déjeuner si je me sens un peu seul, je vais assister à une animation, je vais faire une consultation gériatrique, pourquoi pas un exercice de nature, exercice physique, de prévention. Et puis le out, c'est l'EHPAD qui devient la plateforme qui va vers les gens. Alors c'est de la téléassistance, c'est du reportage de repas à domicile, c'est du maintien à domicile, de l'aide à domicile, du soin à domicile tout simplement. Voilà. Ça veut dire à ce moment-là que ça nécessite une réforme considérable qui consiste à ne plus avoir une autorisation d'hébergement pour 80 personnes en EHPAD, mais une autorisation qu'on pourrait appeler populationnelle, c'est-à-dire qu'un EHPAD serait sur un territoire donné responsable d'une file active et il peut faire du domicile, il peut faire de l'établissement d'hébergement permanent ou de l'hébergement de l'accueil de jour par exemple. Voilà. L'idée étant qu'on arrête de tout cloisonner, qu'on arrête d'ajouter les autorisations aux autorisations et qu'on puisse demain donner une autorisation globale aux EHPAD, mais voire même d'ailleurs à un service à domicile, mais en tout cas à une personne morale qui puisse faire un travail beaucoup moins cloisonné que ce n'est le cas aujourd'hui. Et on a, à travers les EHPAD, un atout une fois plus formidable, c'est la concentration de ressources et de compétences à l'intérieur d'un même lieu, à l'intérieur de 7500 lieux en France de ce type qui peuvent mailler utilement le territoire. Merci. Merci. Je m'adresse maintenant à Patrick Bouchain, qui est aussi en visioconférence avec nous. Patrick Bouchain, vous êtes architecte et urbaniste. Pour vous, comment le bâtiment de l'EHPAD doit se transformer pour que les résidents, les personnes âgées dépendantes, se sentent chez elles? Écoutez, je suis assez content là, de prendre la suite, puisqu'en effet, ce qui compte, c'est la reversibilité. Et ce qui compte, c'est le partage, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut vivre ensemble, mais pour vivre ensemble, il faudrait-il en effet qu'il y ait des bâtiments qui puissent supporter et accueillir des modes de vie ou des classements de modes de vie ensemble. Et donc, en effet, il faudrait vivre toutes ces structures que la France possède ou que, disons, voilà, l'Europe possède comme étant des lieux de ressources et non pas comme étant des lieux d'isolement. L'école est un lieu d'isolement. Le travail est un lieu d'isolement. L'EHPAD, la maison de repos, la maison de retraite est un lieu d'isolement. Donc c'est la réglementation, en fin de compte, qui n'a cessé de nous séparer au prétexte que comme il fallait se spécialiser, il fallait des réglementations affectées donc à chaque spécialisation. Et moi, je travaille depuis 40 ans justement sur la reversibilité. Comment dénommer autrement les choses pour les rendre vivables par tous? Parce que ce qu'il faut, c'est supprimer les ghettos. Et en effet, être vieux, c'est magnifique. Moi, j'appartiens donc à cette génération de 68 qui va bientôt donc devoir en effet vivre peut-être collectivement pour finir sa vie. Et peut-être cette vie collective est un modèle d'ailleurs que j'avais projeté quand j'étais jeune. Et peut-être que je ne l'ai pas vécu pour des raisons voilà, de société dans laquelle j'étais. Mais peut-être que ce moment de vie collective, c'est peut-être celui que j'attends depuis très longtemps. Mais je ne l'attends pas avec des gens du même âge que moi et les mêmes conditions sociales que moi. Et peut-être qu'en effet, pourquoi une salle de musique dans un lycée et dans le lycée est ouverte que 6 mois par an? Pourquoi un amphithéâtre dans une université n'est ouvert que 4 mois par an? Et pourquoi une maison de retraite ne pourrait pas avoir en effet un équipement qui permettrait à des jeunes de venir danser, y faire de la musique, être regardés, voire peut-être d'accueillir d'autres personnes qui pourraient tenir ces activités avec soi. Ça, c'est la première chose. Et ça, chose. excusez-moi, c'est compatible avec les soins, la médicalisation des lieux? C'est-à-dire que, écoutez, voilà, il faut toujours penser que quand on est malade, on est soigné par quelqu'un qui n'est pas malade.
Et donc, il y a des médecins qui ne sont pas malades, il y a du personnel soignant qui ne sont pas malades. Et au moment de la pandémie, on a bien vu qu'on cohabitait malades et non malades. Donc, il faut arrêter de considérer que quand on est malade, on est pestiféré. Et que quand on est vieux, on est pestiféré. Et donc, quand on est un enfant, on est intrépide et insupportable, insupporté par ses parents ou éventuellement par sa famille. Donc, je pense que c'est cette cohabitation, justement, qui permettra d'habiter avec quelqu'un qui ne parle pas sa langue, quelqu'un qui éventuellement n'a pas votre âge et quelqu'un qui éventuellement n'a pas les mêmes souplesses physiques ou les mêmes souplesses intellectuelles. Et donc, il faut réintroduire la vie. On l'a entendu plusieurs fois. Mais on ne réintroduit pas la vie par un règlement, ni par une loi. On réintroduit la vie par l'expérimentation. Donc, il faudrait presque se dire, donnons à chaque EHPAD un objectif qui est d'expérimenter comment ouvrir cet EHPAD sur le monde qui est donc un monde extérieur apparemment bien portant, mais en fin de compte, ce n'est pas sûr que le monde bien portant soit mieux portant que le monde qui se trouve à l'intérieur de l'EHPAD. Et concrètement, est-ce que vous avez des initiatives à nous présenter sur cette vie qui pourrait re-rentrer en EHPAD? Est-ce que dans vos travaux, depuis le temps que vous travaillez sur ce type de bâtiment, comment vous avez pu faire re-rentrer la vie? Exemple, admettons, j'ai travaillé sur une université de sciences qui a fermé à Rennes. Et le jour où cette université de sciences a fermé, tout le monde a considéré qu'il manquait quelque chose au centre-ville de Rennes. On avait mis en effet l'université sur une sorte de plateforme de performance à l'extérieur de la ville de Rennes. Et on s'est rendu compte que le milieu universitaire qui pénétrait, en fin de compte, voilà, la vie sociale en centre-ville, et comme c'était une université, la dernière qui est fermée, qui est l'université dentaire, on s'apercevra d'ailleurs que beaucoup de gens de l'EHPAD, beaucoup de gens de la prison de Rennes venaient se faire soigner donc dans cette université, car on apprend sur qui ou avec quoi quand on est étudiant en médecine. On apprend sur un malade, on apprend sur une personne âgée, on apprend sur une personne accidentée. Donc on ose bien enseigner la médecine là où c'est le plus dur, c'est travailler sur le corps humain, et pourquoi sur tout le reste ça deviendrait dangereux. Et donc c'est justement quand le centre dentaire a fermé, quand le dernier qui en effet avait perdu son dentier, ses dents, ou l'enfant qui était tombé sur un radiateur et qui avait perdu ses dents, quand le centre dentaire a fermé, on s'est rendu compte que le dernier élément de vie du centre-ville de Rennes était donc parti. Et donc j'ai réouvert ce centre dentaire avec le PUPH qui le tenait, le professeur Vulcain, et on a considéré donc qu'on allait travailler sur une université fermée dont il ne restait que le centre dentaire, et on allait travailler, devinez sur quoi? Sur le baiser. Et quand j'ai commencé à dire qu'on allait travailler sur le baiser, tout le monde m'a dit, mais c'est un truc imprononçable. Et c'est lui qui a dit, mais la bouche, c'est le carrefour de la vie. Et si la bouche est le carrefour de la vie, alors nous pouvons parler des dents, parce que peut-être que pour se nourrir, c'est mieux d'avoir des dents. Pour parler, c'est mieux d'avoir des dents. Pour jouer de la clarinette, c'est mieux d'avoir des dents. Et pour embrasser, c'est mieux d'avoir des dents. Et peut-être que le soin est quelque chose qui fait partie de la vie courante. Et vous vous rendez compte que l'école de santé de Rennes, parce que c'est le seul endroit où il y a une école de santé, donc une école nationale, sont venus à cette université foraine, que j'ai appelée université foraine, pour voir en effet quels étaient les métiers qui n'étaient pas enseignés, ou tout au moins les métiers qui n'étaient pas rapprochés. C'est pas enseignés, mais rapprochés. Et là, on a travaillé donc avec un psychiatre de rue qui travaillait justement sur la drogue, l'alcool et éventuellement la schizophrénie qui n'était pas traitée dans les urgences de l'hôpital. Et cet endroit qui était fermé est devenu en fin de compte l'hôtel Pasteur et non pas l'hôpital Pasteur, puisque c'était l'université Pasteur. Et on s'est rendu compte là qu'on avait un lieu partagé. Et on a eu donc des personnes âgées, et comme le disait la personne qui est intervenue avant moi, qui en effet pendant la journée pouvaient venir s'installer à cet endroit, juste peut-être pour regarder d'autres personnes travailler, d'autres personnes jouer, ou simplement d'autres personnes pour s'y promener. Et on a réintroduit, vous vous rendez compte, même payé par le roi Merlin, un club de seniors qui sont venus pour apprendre le bricolage à des gens qui peut-être n'avaient pas bien appris dans le lycée d'enseignement professionnel le maniement des outils tels qu'ils sont dans les sociétés de bricolage. Donc le roi Merlin avait intérêt que des seniors forment des jeunes pour qu'éventuellement ils bricolent chez eux et achètent du matériel. Vous voyez jusqu'où peut aller éventuellement l'intérêt ou le cynisme de certains. Il faut réunir tout cela. Nos sociétés contradictoires, et elle ne sera vivable que si les contradictions sont les unes à côté des autres.
et que nous pouvons en effet expérimenter notre vie. Et Ce n'est monsieur- pas par des décisions autoritaires ni réglementaires. Monsieur Bouchin, dernière question. Je le rappelle, vous êtes architecte. J'ai une question sur la répartition des lieux collectifs et des lieux privés. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller vers des chambres plus grandes et moins d'espaces communs, ou le contraire? Moi, je pense que là-dessus aussi, il n'y a pas de règle. Vous pouvez vivre dans une toute petite cellule, on l'a vu d'ailleurs dans des communautés, et avoir de grands espaces communs. Vous pouvez avoir un très grand réfectoire et une toute petite chambre. Mais vous pouvez avoir aussi une très grande chambre dans laquelle vous pouvez manger et inviter vos enfants et éventuellement peut-être même inviter vos amis. Donc il pourrait y avoir là aussi un déménagement, comme on dit. Peut-être qu'en quittant votre domicile pour aller dans un domicile commun, que serait l'EHPAD, à l'intérieur de ce domicile commun, il pourrait y avoir des lieux d'ailleurs qui vous permettraient quelquefois d'être à rez-de-chaussée, d'être à l'étage, d'être au bout du couloir, éventuellement d'être dans une chambre à deux, parce que peut-être que la chambre à deux, regardez à l'hôpital, il y a des gens qui ne veulent pas de chambre individuelle et qui veulent être dans une chambre à deux. Avoir quelqu'un à côté de soi, même malade, mais sur qui vous pouvez compter s'il vous arrive quelque chose, même avant de mourir. Moi, je connais des gens qui, avant de mourir, ne voulaient pas mourir seuls à l'hôpital. Donc là-dessus, il faut arrêter le modèle. Il faut avoir une grande diversité et un déplacement suivant les moments. Mais puisque Madame la ministre a été élue et est responsable à Boulogne-sur-Mer, moi j'ai fait un travail à Boulogne-sur-Mer pour travailler justement sur ce qu'on appelle cette population vieille qu'on va devoir déplacer. Parce qu'il y a ceux, en effet, que l'on déplace pour des raisons administratives. Comment une personne âgée qui habite un logement social de 4 pièces, comment peut-on envisager qu'on la déplace au prétexte qu'elle a perdu son mari et perdu ses enfants? Et donc j'ai travaillé justement sur le fait comment peut-on garder une personne âgée dans un appartement de 4 pièces et considérer qu'elle a des petits-enfants et que ces petits-enfants venant chez elle remplaceraient peut-être le service civique qui viendra dans la maison de retraite parce que lui il est autorisé alors que peut-être la petite fille qu'il remplace, le service civique, n'aurait pas le droit de coucher avec sa grand-mère. Vous voyez, donc il pourrait y avoir une chambre dans laquelle on déménagerait, ou une chambre de l'hospitalité, ou une chambre de passage. Donc j'ai fait ça au chemin vert à Boulogne-sur-Mer, où on a démontré qu'on pouvait donc mettre une personne âgée dans une maison qui était délabrée, et avec l'argent de la démolition, on l'a réparée plutôt que de la démolir, et en la réparant, permettre qu'il y ait une chambre pour que quelqu'un puisse être accueilli, soit quelqu'un de sa famille, soit quelqu'un extérieur, qui de passage, ou éventuellement en service civique, pourrait venir habiter dans une personne âgée. Et nous allons avoir ce problème-là dramatique, car nous allons avoir un déplacement de population en fonction des âges. Le mien, entre autres, le papy-boom, qui va être dans le logement social dramatique. Et donc, si on ne raccorde pas nos équipements hospitaliers, EHPAD et le logement social, et les équipements publics, eh ben, nous faisons fausse route. Merci, Monsieur Bouchin. Je passe avec vous, Monsieur Michel Billet. Vous êtes sociologue et vous avez écrit sur le vieillissement démographique sur les EHPAD. Et on va voir avec vous s'il est possible d'être heureux en EHPAD. Alors, je commence avec une question un peu en guise de pavé dans la main. Est-ce que c'est possible d'être heureux en EHPAD? Écoutez, je crois que oui. C'est-à-dire, qui d'entre nous pourrait dire « j'ai envie d'y aller » ? Franchement, pas moi. Mais de la même manière, je n'ai jamais eu envie d'aller à l'hôpital, mais j'ai été drôlement content dans ma vie, de temps en temps, d'être accueilli à l'hôpital correctement par des soignants intelligents, formés, compétents, disponibles. Et ben voilà. Donc, je n'aime pas aller à l'hôpital, qu'est-ce que je suis content d'y avoir été? Et ben voilà. Les problèmes vont se poser à peu près de la même manière par rapport à l'EHPAD. Je n'ai pas forcément envie d'y aller. Le moment venu, j'aimerais y être accueilli. Pas placé, de grâce, certainement pas. De la même manière que le moment venu, je veux bien que vous veniez me soutenir à domicile. Mais si jamais vous avez le culot de venir me maintenir à domicile, je vous casse la gueule. Tout simplement. C'est insupportable ce maintien, ce placement. On change de registre, autrement, on ne peut pas imaginer un EHPAD dans lequel on serait heureux. Mais si on a le culot de changer de registre, si on ose penser les choses autrement, alors pourquoi pas? Alors, très concrètement, ce bonheur, comment il s'atteint? Est-ce qu'il passe par un projet individualisé? On parle beaucoup de ça. Alors, évidemment, je préfère sans doute un projet individualisé
à un projet qui ne le serait pas ou à pas de projet du tout. Pourtant, on est plusieurs ici à qui on a déjà fait le coup. Moi, on m'a fait le coup quand je suis arrivé au service militaire. On avait pour moi un projet individualisé. Ça s'appelle un uniforme, le même pour tout le monde, mais vous avez remarqué comme j'étais grand et baraqué, alors évidemment, on a raccourci les manches de la veste et le bas du pantalon. Mais pas la longueur de la veste, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, trop compliqué. Voilà, on a individualisé le projet. Le même pour tout le monde, mais on va raccourcir les manches de la veste et le bas du pantalon. Non, Jean-Paul Sartre nous disait « L'homme est projet et sera d'abord ce qu'il a projeté d'être, être projet ». Et on est passé une fois de plus de l'être à l'avoir. Ben voyons, non, ce qui nous fait, femmes et hommes, ce n'est pas d'avoir un projet, c'est d'être regardé par l'autre comme un être en devenir, comme un être en projet. Alors, je vais rentrer en EHPAD, peut-être. Eh bien, ce jour-là, vous ne me direz pas « Alors, vous avez un projet de vie ?» Oui, j'ai le projet de vivre à en mourir. D'accord ? Et c'est pour ça que j'entre en EHPAD. Alors, non pas un projet individualisé. Déjà, on va passer de l'individu à la personne. Je trouve que ça aurait un petit peu plus de gueule quand même. Et tout l'existentialisme philosophique serait là avec nous pour nous aider à tenir. Et puis, si on essayait d'inventer non pas un projet individualisé, mais un projet personnel, qui partirait de la personne. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quelle est votre culture, votre origine, votre histoire? Et bien voilà. Et nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas la même... Et si possible, la même histoire, pas la même trajectoire. Parce que, ça y est, on va me lancer... Non, pas la même trajectoire. C'est insupportable, ce langage. Allez, pour s'inscrire, pour rentrer en EHPAD, inscrivez-vous sur Via Trajectoire. Mais vous allez vous casser la gueule. C'est pas possible, on ne tient pas. Ah ben, vous allez monter, vous allez accéder à la plateforme. Mais plateforme avec siège éjectable, n'en doutez pas. Mais non, il va falloir, si on veut inventer l'EHPAD de demain, il va falloir que nous pensions un vocabulaire qui soit compréhensible par les vieux. Par les vieux d'abord. Or, moi, la plateforme, je prends de l'urticaire. Alors vous imaginez ceux qui sont encore plus vieux que moi. Non, c'est pas possible. Pardon, je suis trop long. Non. Votre sujet, c'est le bonheur. Le bonheur, on sait, passe par la liberté. Oui. Est-ce que les résidents, les personnes âgées dépendantes en EHPAD, elles ont assez de liberté? Où mettre le curseur, selon vous? Alors, très franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si je savais. Mais, il me semble que nous avons à être extrêmement attentifs à l'exercice de liberté minuscule. À quelle heure voulez-vous vous lever, vous coucher, manger? Est-ce que vous préférez prendre votre petit déjeuner avant votre toilette ou après votre toilette? Je ne parle même pas de la durée de la toilette, de l'accès à la douche, au machin. Est-ce que vous préférez un savon ou un liquide un savon liquide pour prendre votre douche? Mais ce n'est pas du tout la même douche avec du savon et avec une bouteille qu'il faut... Vous, alors, libre de choisir ça. Et puis on va aller s'habiller, c'est vous qui choisissez vos fringues. Autrement, or, il se peut que vous préfériez une chemise bleu clair ou verte ou jaune ou noire ou... Allez, mais c'est vous qui choisissez. Ceci exige qu'il y ait du personnel, nombreux, compétents, formés, disponibles, reconnus, payés. D'accord? Ceci exige qu'il y ait du personnel, autrement, on fera comme si vous étiez chez vous. Eh bien non, vous n'êtes pas chez vous. Il faut qu'on arrête avec ça. Je crois qu'on n'entre pas en EHPAD pour être chez soi. Dans le meilleur des cas, l'espace qui vous sera dédié sera un espace pour vous. Et c'est déjà pas mal d'avoir un espace pour soi. Mais à soi, allons. Chez moi, mais bien sûr que non. Toute la difficulté d'entrer en EHPAD, c'est de renoncer à vivre chez soi. Donc, non, ce ne sera pas chez moi. Mais si je peux y exercer un minimum ma liberté, alors cet espace pour moi,
Oui, je pourrais même y être heureux. Donc cette liberté pour vous, elle passe par recouvrer cette liberté au quotidien, sur les petits choix, sur ce qui fait le quotidien. Je voudrais maintenant parler avec vous de la sociabilité. Je le rappelle, Michel Billet, vous êtes sociologue. Comment, selon vous, peut-on amener les résidents à retisser du lien, retisser des liens entre le reste de la société, des liens sociaux, avec ce public-là, qui, on ne l'oublie pas, qui est dans une dépendance, qui a des problèmes spécifiques? Alors, je crois que la réponse, là, elle est dans la notion même d'ouverture de l'établissement. Depuis quelques années, nous avons pris l'habitude d'opposer l'institution, l'établissement et le domicile. Il va falloir certainement sortir de ce modèle d'opposition pour essayer de penser une complémentarité. Complémentarité, ouverture, nécessaire ouverture. Permettez-moi 2 petits exemples que je ne vais pas avoir le temps de développer, mais allez, 2 petits exemples. Un jour, ça se passe dans le département de la région d'Angers, le Maine-et-Loire, la caserne des pompiers, une petite ville, la caserne des pompiers doit être refaite. Bref, il faut fermer pour quelques mois la salle à manger, le réfectoire où les pompiers peuvent prendre leur repas de midi. Ah, donc les pompiers ne peuvent plus manger. Et on ne sait pas comment faire, donc tant pis, il n'y aura pas de repas. Et le directeur de l'EHPAD rencontre le maire de la ville, et le maire qui lui dit « Oh, si tu savais ce que j'ai à gérer comme problème ». Et là, le directeur de l'EHPAD lui dit « Attends, on pousse un peu les tables et les pompiers viennent manger à l'EHPAD. » Waouh! Vous imaginez la fête pour les vieux et pour les vieilles de voir chaque jour, à midi, des pompiers en uniforme, hommes et femmes, qui viennent, qui prennent le temps de manger, de blaguer. Il y a même un pompier, un jeune, dont le grand-père est à l'EHPAD. Ben voilà, ça y est, allez, on a ouvert, formidable. Un autre exemple... Excusez-moi, je vais devoir faire tourner la parole. Michel Winder, excusez-moi monsieur. Je vous en prie. Michel Winder, vous êtes président de Citoyennage. Peut-être première question, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Alors, Citoyennage, c'est d'abord un mouvement. C'est un mouvement qui existe depuis 25 ans et qui s'efforce de donner la parole aux personnes âgées, soit résidant en EHPAD, soit aidées à domicile. Et ce mouvement, donc, s'est développé d'une façon que je dirais de démocratie directe. On a des groupes locaux et on a des colloques régionaux. Mais on avait besoin de plus de visibilité nationale et donc on a créé un mouvement national, une association nationale fin septembre dernier et j'ai été élu président, ce qui a beaucoup favorisé la visibilité de Citoyennage et de la parole des personnes âgées dans les médias et auprès des pouvoirs publics. Donc voilà résumé les choses. Et en préparant cette table ronde, vous me disiez, on veut faire l'EHPAD comme chez soi, mais en réalité l'EHPAD ne sera pas comme avant pour la personne qui intègre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette différence? Oui, alors d'abord, je me réjouis de participer à cette table ronde parce que les différents intervenants allaient tout à fait dans le sens de Citoyennage. Et effectivement, Luc Broussy a dit la même chose que moi. Ça ne peut pas être comme avant, et c'est pas l'objectif, je dirais. Être chez soi, changer de chez soi, c'est arrivé. On a déménagé dans notre vie, on s'est marié, on a divorcé, on a eu des enfants. Donc le chez soi, il n'est pas tel qu'il était quand on avait 25 ou 30 ans. Donc c'est à mon avis pas encore. Alors le chez soi pratique, c'était votre question, pas encore. Le logement. Vous voulez y aller, alors allez-y. Pardon. La table ronde a été bien préparée, allez-y. Non, mais c'est pas pour faire des questions et des réponses. Mais c'est parce que cette question du logement est centrale. Donc le logement, moi je parlerai justement, on parle quand même de plus en plus dans les EHPAD que je connais, on parle de plus en plus de logement, on ne parle plus de chambre, c'est déjà un gros progrès. Un logement d'EHPAD, ce n'est pas une chambre d'hôpital, le lit est pas au milieu, c'est
de plus en plus, et ça doit être un grand studio. C'est un grand studio dans lequel, on en a parlé aussi tout à l'heure, il y a un coin salon avec la télé, la radio, les bouquins, et puis une table et des chaises pour prendre son repas, parce que des fois on prend son repas dans son logement, et puis on peut accueillir des proches. Voilà comment je vois ce logement adapté. C'est un petit chez soi, mais c'est un nouveau chez soi. Oui. Non, j'avais une dernière question à vous poser, excusez-moi de presser un allez. peu. Vous me disiez le lien entre citoyenneté et résidence en EHPAD. Est-ce que, selon vous, c'est compatible, cette pleine citoyenneté et cette résidence en EHPAD? Et si oui, est-ce que c'est le cas et comment faire? Alors, d'une part, il y a la participation à un certain nombre de structures. Certaines sont légales, certaines sont plus fonctionnelles, se sont installées sur le terrain. Il y a donc à l'intérieur des EHPAD un certain nombre de structures où les résidents peuvent s'exprimer, donner leur point de vue, se plaindre, se réjouir, ça arrive aussi, il n'y a pas de raison. Et on en parlait là tout de suite, là. Il faut beaucoup insister. Et la façon dont on peut ne pas opposer l'EHPAD et le maintien chez soi, c'est l'ouverture. Les personnes de citoyennage qui sont chez elles encore, nous demandent de participer à nos activités culturelles, à venir à nos concerts, à venir jouer au Triomino avec nous. Oui, ça passe par une participation, comme on parlait précédemment sur la liberté dans chaque choix, là c'est la participation comme un plein citoyen. Écoutez, merci beaucoup Philippe Vander, Michel Billet. On va conclure cette table ronde avec un mot de Delphine Dupré-Lévesque, qui est docteur en anthropologie, et pour elle aussi, l'EHPAD de demain, ça passe par plus de personnalisation et plus d'ouverture. On l'écoute. Madame la ministre, Mesdames, Messieurs, je suis ravie de pouvoir participer, même d'un peu loin, à cette journée de réflexion sur l'EHPAD de demain. Demain, c'est peut-être en 3 étapes. Demain, c'est peut-être effectivement demain, où l'ensemble des EHPAD peuvent améliorer encore la personnalisation de l'accueil, encourager les personnes à choisir leur dessus de lit, à choisir leur rideau, à personnaliser un peu plus leur chambre, et puis à maintenir un certain nombre d'activités. Nombre d'entre elles, avant d'entrer à l'EHPAD, continuent de préparer leur petit déjeuner. Pourquoi ne pas tout mettre en œuvre pour que, si elles aiment faire leur pain grillé, elles puissent faire ça dans leur chambre? L'EHPAD de demain, c'est aussi peut-être, juste même dans quelques mois, mettre en place dans chaque aile une petite cuisine pour, dès lors qu'un résident aura une petite faim, un petit creux, il puisse aller se servir dans un frigo, prendre un thé, se faire une tisane, et puis savoir que dans ce lieu, elle aura peut-être une personne avec qui elle pourra parler, échanger, un petit peu comme chez soi, mais effectivement avec cet accompagnement par un personnel qualifié. Ça, c'est peut-être très simple à mettre en place et ça peut aller assez vite. Enfin, pour finir, il y a l'EHPAD de demain, de vraiment demain, dans quelques années, et peut-être que l'EHPAD ne sera plus et deviendra MADA, une maison d'accueil et d'accompagnement pour l'ensemble des populations, que vous soyez âgés, que vous soyez en situation de handicap, que vous soyez jeunes travailleurs, que vous soyez étudiants. Ce mélange des populations avec la possibilité d'avoir dans un même lieu un café, des boutiques solidaires, aussi bien sûr un service de soins si nécessaire, qui pourra être ouvert à l'ensemble des habitants d'une commune. Pour finir, dans les EHPAD de demain, ou les MADA, je pense qu'il faut pouvoir accueillir les artistes pour qu'ils puissent répéter, que ce soit de la musique, de la peinture, de la littérature. Il faut que l'ensemble de ces artistes puissent aussi exprimer leur art et qu'ils aient un public, et que les MADA aient donc en leur sein une salle de spectacle, une salle d'exposition, parce que l'art contribue plus que tout à la qualité de vie de tous. Merci. On arrive au terme de cette deuxième table ronde et je tenais à remercier nos participants. Michel Billet, sociologue, Philippe Vander, président de Citoyennage,
À distance, nous avions Luc Broussy, président de France Silver Eco, et Patrick Bouchin, architecte et urbaniste. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans une petite minute pour la 3e table ronde.